Eh bien, amis auditeurs de l'émission Synthèse sur Radio Liberté, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle émission avec mon complice et ami Philippe Randin. Bonjour Roland. Mon ami et complice, je suis obligé de dire la même chose, le professeur qui aujourd'hui est parmi nous. En chair et en os. En chair et en os, ce professeur qui nous fera qui nous livrera sa chronique hebdomadaire sur l'abominable histoire de France, qui avance. Vous en êtes où, professeur? La révolution approche. La révolution approche, c'est bon. On attend surtout que la révolution approche. Depuis le temps qu'on l'attend, la France va pouvoir naître, puisqu'il paraît qu'elle est née avec la révolution française. Elle est née en même temps qu'elle est morte, c'est ça. Et puis aujourd'hui, alors je dois préciser une chose tout de même. Cette émission est préenregistrée. Elle a été enregistrée il y a quelques jours, donc peut-être que des événements ont été provoqués depuis, mais enfin, en tout cas, ça ne change rien sur le fond du thème que nous allons adopter, puisque nous recevons aujourd'hui un invité qui est un économiste. Alors c'est rare, parce qu'on parle toujours de l'économie, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui s'intitulent économistes, mais il y en a beaucoup qui n'y connaissent pas grand-chose. D'ailleurs, c'est mon cas, hein, je le reconnais. C'est aussi votre cas, professeur, je crois. Non, moi, vous avez un avis. J'y connais un petit peu. Vous avez un avis sur la question? C'est pas que j'y connais, c'est que j'ai un avis sur la question. On en reparlera. Bon, Philippe, je vous le demande pas, vous, c'est l'économie... Si, très bien. Alors là, comme je disais à Bernard Monod, pas de problème. Bon, alors voilà, le nom est lancé. Le nom est lancé, nous recevons Bernard Monod. Bernard Monod, bonjour. Bonjour. Alors, Bernard Monod, vous êtes économiste, vous êtes encore député européen. Encore jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin, encore député européen. Vous avez été élu en 2014 sous la liste à l'époque du Front National, dans le centre de la France, la région centre, parce qu'à l'époque c'était divisé en plusieurs régions. Centre Auvergne-Limousin. Voilà. Bon, ça a duré d'ailleurs, ces eurorégions, ça pourrait durer très longtemps, je crois. Oui, jusqu'au 26 mai. Jusqu'au 26 mai. Fin ou 30 juin. Voilà. Bon, enfin, c'est comme ça, c'est comme tout passe. Et alors surtout, vous venez d'écrire un livre qui s'appelle L'Eurovision pour les peuples, de l'Europe fédérale à l'Europe des patries. Alors ça, on comprend. Ça, c'est l'économie, mais là, on comprend. L'Europe des patries. C'est la politique, là. C'est la politique. Aux éditions Muller, dites donc, vous avez un éditeur, le même éditeur que le président Le Pen. Absolument. Ah ben voilà. J'espère qu'il se vendra aussi bien que celui du président Le Pen. J'espère aussi. Ça a été un beau succès. Dans l'intérêt des lecteurs, oui. Donc, les éditions Muller savent très bien faire les choses, donc ça sera parfait. Alors, donc, l'émission se déroule de la manière suivante. Tout d'abord, Philippe Randin va nous parler un petit peu de l'actualité. Alors, l'actualité qui est un petit peu décalée, bien sûr, mais vous aviez quand même un sujet que vous vouliez aborder, je crois, mon cher Philippe. Écoutez, on va faire tout de suite le lien avec l'Europe et l'économie et Bernard Monod, mais on va déjà parler de la seule chose qu'on peut dire sur cette campagne des élections. Oui, parce que dimanche prochain sont les élections, pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà, et je pense que ça ne changera pas dans les quelques jours avant la parution de cette émission. C'est qu'on a parlé de beaucoup de choses pendant cette campagne électorale, sauf finalement de l'Europe. On a parlé des alliances, des évictions, des petites phrases sur les uns sur les autres, sur le fameux le jour où est enregistré cette émission, sur le fameux signe, paraît-il, des suprématistes blancs qu'on aurait fait faire à Marine Le Pen, qui ne savait pas plus que moi d'ailleurs, et pas plus que tous les gens à qui j'ai demandé autour de moi, si le fait de faire un rond avec son pouce et son index et de tendre les trois autres doigts, il connaissait ce signe de reconnaissance des suprémacistes. Autour de moi, personne connaissait, donc on peut admettre que Marine Le Pen ne connaissait pas non plus. C'est un signe. Si tant est que ce soit vraiment un signe politique et non pas un fantasme de journaliste. C'est un signe qui signifie, quand vous faites de la plongée sous-marine, où vous avez le tuba dans la bouche, donc vous ne pouvez pas parler, ça veut dire tout va bien. Tout va bien. Il y a un livre on est loin des suprématistes. Je confirme. Tous les avis sur le ça va bon train sur cette affaire, parce que il se trouve qu'il y a un livre qui est sorti il y a quelques semaines que je connais un petit peu puisque j'en suis l'éditeur, sur Salvini, et j'ai reçu une lettre d'une dame parce que sur la photo, c'est un pur hasard, je veux dire, Salvini fait le même, et il paraît que c'est aussi les Illuminati qui font elle m'a expliqué que Salvini est un Illuminati parce que il faisait sur la photo, qui est vraiment un hasard. Ils sont partout. Ils sont partout, voilà, ils sont partout. C'est l'explication rationnelle qui manquait. Donc voilà, cela dit, ça relativise aussi tout ce qu'on dit aujourd'hui. Enfin, donc voilà, pour revenir à cette campagne européenne, c'est quand même lamentable. Alors des journalistes en font la remarque, ils disent mais c'est quand même terrible cette campagne, on parle pas beaucoup d'Europe. D'ailleurs, c'est
c'est ce qu'ils disent aux candidats qu'ils reçoivent. Mais enfin, c'est quand même aussi de la faute de la presse et des journalistes qui préfèrent s'intéresser à des choses complètement ridicules comme des petits signes sur un selfie au cours d'une campagne électorale, plutôt que de s'interroger et d'interroger les candidats sur leur programme et leurs idées sur l'Europe. C'est quand même terrible, c'est qu'ils font la pluie et le beau temps, ils font les questions et les réponses, et ils reconnaissent eux-mêmes que cette campagne européenne, on aura parlé de tout, sauf des enjeux européens. Ouais, enfin, on a quand même remarqué que Madame Loiseau était candidate sur une liste de l'UED, l'Union des étudiants de droite, en 1984. Ça change tout le sens de l'Europe. Le fameux syndicat du GUD qui aura son premier élu probablement au Conseil dans quelques européen, jours. comme ça. Il y avait un journal qui avait titré en 74, à l'époque où Mitterrand et comment s'appelle-t-il, Giscard d'Estaing étaient candidats à l'élection présidentielle. Et le titre de ce journal qui s'appelait Alternative, c'est « De toute façon, on avait gagné ». Voilà. Bon, voilà. Donc, Giscard étant traité de tous les noms et Mitterrand a vu son passé, de toute façon, on avait gagné. Je vous donne pas la couleur du journal en question. Bernard Monod, vous, sur cette campagne électorale, vous avez une opinion sur... Oui, très ennuyeuse, je trouve. Il ne se dit rien d'important. C'est que des petites phrases, des petites... voilà, vous parlez effectivement du signe qu'aurait fait Marine Le Pen. Voilà, c'est les petites phrases, les commentaires inutiles. Tout ça, c'est pour masquer et puis créer la confusion générale dans l'esprit des Français pour continuer à ce qu'ils votent la même chose. Or, les enjeux sont considérables. Il y a énormément à dire pendant cette campagne des européennes, voire même déçu un petit peu de la part des partis politiques qui n'abordent pas les grands sujets qui, moi, me semblent extrêmement importants, de mon point de vue, d'économiste, de financier et d'homme politique pragmatique, c'est-à-dire l'argent des Français. Personne ne parle de l'argent des Français qui probablement va être spolié tôt ou tard lors du prochain krach financier. Très peu on parle du traité d'Aix-la-Chapelle, très peu du pacte de Marrakech. Or, ce sont les grands périls qui menacent notre patrie. Est-ce qu'en fait, les petites listes, toutes tendances confondues, il y en a 34, on va en enlever 5 ou 6 importantes, qui auront les moyens d'avoir les bulletins de vote, et il y a toutes les autres. Est-ce que ce ne sont pas les petites listes qui, finalement, essayent, mais elles sont inaudibles, mais essayent d'aborder quand même des sujets plus sur l'Europe et beaucoup plus que des petites phrases entre les uns et les autres? Vous pensez probablement à ceux qui prônent le Frexit, etc. Entre autres, au moins, eux, ils parlent oui, alors ils parlent selon leurs convictions, sauf que pour moi le Frexit est une folie économique, une aberration politique qui va mener au chaos. Voilà. Nous en parlions avec Karl Lang la semaine On dernière. voit la difficulté déjà du Royaume-Uni qui est beaucoup moins intégré que la France dans l'Union européenne, et voilà la difficulté de sortir de l'Union européenne. Le Brexit n'a toujours pas eu lieu et probablement il n'aura pas lieu. Voilà. Mais ce qui est déjà aussi gravissime, parce que ça prouve ce que disent tous les opposants de l'Europe, c'est-à-dire que l'Union européenne est un véritable piège une fois qu'on est rentré, contrairement à toutes les promesses qu'on a pu donner au peuple, c'est qu'on ne peut plus en sortir. C'est fini. C'est pour ça qu'il faut jouer le rôle du virus. Donc vous êtes à l'intérieur et vous vérolez le logiciel, et à partir de là, on peut éventuellement faire quelque chose et transformer de l'intérieur, ce que je prône moi depuis 2017. Et que prône désormais Marine Le Pen. Le problème de l'Europe, ce n'est pas... Et que prône Marine Le Pen, vous faites bien de le relever. Elle a changé. Parce qu'elle a suivi la ligne que j'ai proposée, moi, effectivement, en juillet 2017, qui est la ligne patriote et euro-réformiste. Et abandonner cette dinguerie qui était à l'époque de Florian Philippot, le Frexit. Elle se faisait même appeler Madame Frexit. Et le piège politique s'est refermé sur le Front National à cette époque-là. Le problème de l'Europe, c'est pas l'Europe en soi. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est ça le fond du problème. Alors évidemment, on peut toujours trouver que ça va mal, mais après, il faut la changer à ce moment-là. Il faut changer ce qu'il y a dedans. C'est pas en sortant que ça changera grand-chose. Elle a bien négocié son virage à 180 degrés. Elle disait oui, effectivement, avant on n'était pas entendu, on ne pesait rien au sein de l'Europe, donc il fallait en partir. Maintenant que l'on peut peser, espérons-le, avec des victoires des partis populistes à travers toute l'Europe, là ça vaut le coup il y avait une expression que l'essayiste Guillaume Fay employait et que j'aimais beaucoup, c'est qu'il fallait sauter dans le train de l'Europe et braquer le conducteur. Oui, c'est exactement ce que je propose à toute personne. Ça m'a toujours fait bien. En évitant de dérailler, évidemment. Et donc, il ne faut pas rester dans la gare et regarder le train passer. C'est ça. Mais on va dire, c'est adapté plus exactement
son changement de position sur l'Europe de Marine Le Pen, c'est un éclair de réalisme, c'est du pragmatisme, c'est des suivismes. C'est du suivisme. Moi, j'en suis parti, je vais vous dire la vérité, j'en suis parti parce que les propositions que je préconisais n'étaient pas ni écoutées, ni suivies. Tant que j'ai été là. À partir du moment où j'ai quitté le Front National, ça va faire 1 an maintenant, comme par hasard, mes propositions ont été lues, entendues et copiées, sauf que ça a été mal copié. Ils prennent les titres, puisqu'ils ont repris le nom de l'Alliance européenne des nations. Cela dit, les idées appartiennent à tout le monde. Hein. Moi, c'est pas ça que je critique. Mais il faut aller au bout des choses. C'est-à-dire, eux, moi, ce que je considère, c'est que malheureusement, ils ne vont pas au bout des choses. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent en milieu de chemin. Et je dis aujourd'hui que la situation du RN dans son projet européen, c'est le Frexit. Techniquement, ça correspond encore au Frexit. Si vous voulez, on en parlera un petit peu après. Mais... Alors, juste une petite précision. Arnaud Menu vient de nous rejoindre. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour Arnaud. Donc nous sommes, je le rappelle, au cours de cette émission synthèse avec Bernard Monod, économiste et député européen, toujours député européen, pour parler justement de son nouveau livre, l'Eurovision pour les peuples, de l'Europe fédérale à l'Europe des patries, aux éditions Muller. Alors, Arnaud, vous aviez quelque chose à dire, justement. Ce qui est amusant, c'est que nous sommes donc, je crois, à 3 jours du scrutin, puisque voilà, c'est ça. Le jour de diffusion de cette émission, nous serons à 3 Sauf événement qui aurait pu se passer entre les deux. Voilà, nous sommes à 3 jours du scrutin. Et je voudrais revenir, non pas 40 ans en arrière, ça vous amusera, je pense, Philippe et Roland, en parlant de l'euro-droite, qui rappellera... Voilà. On a collé des affiches. Voilà. Mais je voudrais revenir, moi, sur une campagne électorale à laquelle j'ai participé activement, qui était celle des européennes de 1999, quand il y a eu, effectivement, au-delà de l'apparition, on va dire, c'était un peu l'âge d'or et le grand moment du mouvement souverainiste, c'est-à-dire la liste Pasqua-Villiers. En fait, l'opposition qu'il y avait entre la liste de Jean-Marie Le Pen et celle de quelqu'un qui a un peu oublié, qui était celle de Bruno Maigret. Et on voyait déjà, je pense, indépendamment des questions de personnes, peut-être 2 visions du rapport que devaient avoir, on va dire, des gens issus du camp national par rapport aux institutions européennes. C'est qu'effectivement, le Front National de l'époque était très anti-Union européenne, très anti-traité d'Amsterdam. Oui, enfin... mais qui était certes... Oui, parlait de l'Europe des patries, déjà. Oui, l'Europe des patries, mais qui n'était pas vraiment, effectivement, dans la ligne du Frexit dur, qui était une ineptie politique absolue. Et on avait la position de Bruno Maigret, qui était effectivement de dire il y a des choses qui sont néfastes au sein des institutions européennes, mais malgré tout, il faut quand même le faire, puisque la dimension européenne devient politiquement une nécessité parce qu'il est nécessaire de mettre en place une sorte d'Europe-puissance sans pour autant, bien entendu, mettre fin aux nations. Et donc, on voit qu'effectivement, c'est un peu cette alternative qui est un peu la question fondamentale du Rassemblement national, précédemment Front National, effectivement, avec depuis effectivement l'arrivée de Florian Philippot il y a bientôt une petite dizaine d'années, la question... Donc ça. Ouais, la question effectivement du Frexit, qui déjà quand on voit ce que c'est que la réalité du Brexit, même si effectivement les Anglais ont choisi, mais on voit que 2 ans après, on ne sait pas où on est, puisqu'il y a quelques semaines encore, on ne savait même pas si il y aurait effectivement une participation des Britanniques à cette élection. Et donc, géographiquement, autant je pense que géographiquement, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni peut tout à fait quitter l'Union européenne, autant la France, ça va être un peu plus difficile, parce que si on regarde une carte, la France, c'est un peu le carrefour de l'Europe du Nord, de l'Europe de l'Est, de l'Europe du Sud et de l'Europe continentale. L'Europe continentale. Mais alors, oui, et donc, la question, effectivement, c'est est-ce que cette question d'euro-réalisme dont parle régulièrement Bernard Monod, est-ce que politiquement, à part Debout la France, est-ce qu'il y a une structure politique qui peut l'exprimer ? Aujourd'hui, tel que moi j'ai conçu le modèle d'alliance européenne des nations, le parti politique le plus proche de ça, aujourd'hui, c'est effectivement Debout la France avec la liste de Nicolas Dupont-Aignan. Mais si vous voulez, quelle est la question pour ces européennes ?
La question, c'est que ça va être un combat entre les fédéralistes, les eurofédéralistes qui ont construit l'Union européenne depuis 25 ans, donc depuis 1992, et puis donc les patriotes, de manière générale, dans la grande famille des patriotes, qui soit veulent en sortir radicalement avec les Frexiteurs, soit ceux qui ont compris l'évolution des choses, c'est-à-dire ceux qui veulent réformer comme nous. Donc dans la situation aujourd'hui, je pense que les rapports de force sont toujours en faveur des fédéralistes. C'est-à-dire que quand on regarde le cumul des socialistes, la République en marche, des LR, etc., parce qu'ils sont, quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils disent, malgré le mensonge qu'ils racontent à Paris, ils votent exactement pareil sur les grands sujets avec les socialistes et avec les centristes. Donc je pense que ça va être encore un rapport de force en faveur des fédéralistes contre les patriotes. Les Français, malheureusement, aujourd'hui, d'après ce que je ressens, ne sont pas mobilisés pour aller voter massivement aux élections européennes. C'est un tort, car le champ de bataille est à Bruxelles. Nous n'avons plus les rênes de notre pays. Aujourd'hui, à 98%, l'ensemble des leviers de commande sont à Bruxelles et à Francfort. N'oublions jamais que la Banque Centrale Européenne est à Francfort et c'est elle qui a un pouvoir considérable dans l'Union Européenne. Voilà, donc il faut appeler les Français à aller voter massivement, à voter en faveur des euro-réformistes qui sont raisonnables, crédibles, etc., pour pouvoir réaliser ça. Voilà le véritable enjeu. Effectivement, sur la question du Frexit, je pense que c'est une folie, car quand on voit la situation du Royaume-Uni aujourd'hui, ils sont bien loin d'avoir réalisé le Brexit. Et moi-même, faisant partie du groupe de Nigel Farage, qui déjà avait un groupe politique depuis longtemps très puissant, puisque c'est quand même lui qui a œuvré au Brexit dans son propre pays, eh bien, il se représente aux élections et très probablement, enfin moi c'est mon anticipation politique personnelle, très probablement d'ici la fin 2019, le prochain gouvernement après Madame May lancera l'idée d'un deuxième référendum, comme on l'avait nous en 2008 avec le traité de constitution pour passer au traité de Lisbonne, la forfaiture de Sarkozy. Je pense qu'ils vont repartir vers ça et que probablement il n'y aura jamais de Brexit au Royaume-Uni. Alors à ce moment-là, ça va. Mais c'est une anticipation tout à fait personnelle. J'avais déjà prévu, moi, il y a 6 mois, que le Royaume-Uni serait toujours là le 29 mars et que donc, quelque part, il se présenterait automatiquement, parce que c'est juridique, il serait obligé de se présenter aux élections européennes, donc le 26 mai, et c'est exactement ce qui se passe. Alors justement, expliquez-nous un petit peu, parce que je pense que les auditeurs ne comprennent pas tout à fait, justement. Farage et son parti... Donc, comment ça va se passer l'Angleterre là? Enfin bon, comme vous le dites, il y aura peut-être pas de Brexit, certainement pas, peut-être d'ailleurs. Donc, leurs élus vont rester finalement comme si rien ne changeait. C'est ça. Comme si rien ne changeait. Non, alors, tout changer pour ne rien changer. De nouvelles élections. Oui, alors ça c'est de la politique interne du Royaume-Uni, mais ça va. Est-ce que pour Madame May après les élections européennes pourra se maintenir? Parce que je pense que là aujourd'hui Nigel Farage avec son nouveau parti Brexit est donné en tête, je crois à 34% d'après ce que j'avais vu. Donc et malgré cela, il va arriver en tête. Vous pensez que s'il y avait un nouveau référendum sur l'Europe, les Anglais ne voteraient plus en faveur? Je pense que tout le système se mettra en branle comme à l'époque de 2002 pour ceux qui s'en souviennent face à Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, et que quelque part, mais ça passera peut-être à 1 ou 2 points près, mais probablement que le référendum sera négatif. Voilà. Et qu'on se retrouvera dans la configuration de 2008 avec le traité de Lisbonne par rapport à 2005 et le traité de constitution avec 55% pour le oui. Alors, toutes les forces qui existent en Europe... Ou pour le non, pardon, c'était la question. Toutes les forces qui existent au Parlement européen aujourd'hui, qui sont évidemment loin d'être majoritaires, sont même plutôt divisées d'ailleurs finalement, parce qu'il y a plusieurs groupes. Oui, on n'arrive pas à faire l'union. L'union de tout Nous, le monde. on a essayé de le faire en appelant au mois de septembre à la fois, enfin c'est plutôt Nicolas Dupont-Aignan en tant que chef de file qui avait appelé Laurent Wauquiez pour les LR et Marine Le Pen pour le RN, mais ni l'un ni l'autre ont répondu présent. Donc, alors qu'ils
qu'ils ne veulent pas y aller eux-mêmes en tant que chef de parti. Ouais. C'est quand même un jeu de dupes, c'est-à-dire qu'ils envoient les deuxième, troisième couteaux, mais ils font quand même partie de la campagne. Il y a peut-être aussi des raisons oui, mais à un moment donné, moins avouables. La politique, elle s'incarne. Quand on défend des idées, elle s'incarne. Voilà. Ouais. Le seul dans la droite nationale et patriote et républicaine qui a montré cet exemple-là, c'est Nicolas Dupont-Aignan, quand même, qu'on le veuille ou non, qui a été, qui est chef de file, tête de liste pour les DLF. C'est quand même dommage que soit Marine Le Pen, soit parce que les quelques personnes qu'il avait rassemblées, connues hors de son parti, il les a expulsées rapidement ensuite. Non, ils ont pas expulsé, c'est compliqué. C'est très compliqué de monter une liste. Il y a toujours, ça fait une majorité de mécontents. Enfin, il n'y a plus une image de rassembleur tout de même. C'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à constituer une union des droites. Voilà. Alors que nous sommes majoritaires dans ce pays. Et malheureusement, Mitterrand, le piège de Mitterrand fonctionne encore 30 ans après. Quoi. Voilà. Mais alors, des gens comme, par exemple, vous parliez de Wauquiez et tout ça, son parti... ou ce qui était avant l'UMP, ou le RPR dans le passé, son parti ont toujours eu une position, comme vous le dites, de refus de toute entente avec les forces dites de droite, ou de droite nationale, ou patriotique, ou républicaine. Ou républicaine même. Enfin, eux se disent droite républicaine. Ok. Tout cela amené à la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez, en revanche, au niveau européen, au niveau de tous les partis qui existent en Europe, j'entendais ce matin, je crois, le Premier ministre hongrois Viktor Orban qui disait le plus grand bien de Salvini, justement, mais qui refusait toute entente avec Marine Le Pen. Il y a quand même tout un tas de mouvements qui existent. Alors, je ne sais plus exactement. Il y a une alliance entre le FPO autrichien, le Vlaams-Belang. Enfin, contredisez-moi si je me trompe, parce non, que c'est ça. En fait, il fait partie du PPE, donc lui, il est toujours le mouvement auquel adhèrent les Républicains, donc dans le groupe politique au Parlement européen. Et donc, voilà, il fait partie, comme le FPO, effectivement, en Autriche. Et donc, voilà. Le FPO fait partie du PPE. Non, l'OVP. Le FPO fait partie de l'alliance avec Marine Le Pen, c'est-à-dire l'Europe des nations et des libertés. Oui. Mais au gouvernement, ils sont alliés avec l'OVP, qui est le Parti populaire autrichien, en fait, qui est le grand parti de droite conservateur, et l'OVP, donc du chancelier, donc du Premier ministre autrichien. Kurz, lui, fait partie du PPE. Voilà, et avec une coalition avec le FPO. Voilà. Donc, voilà, alors... Après, c'est des calculs politiques, c'est des positionnements politiques, mais Orban fait partie justement de cette mouvance des droites dites acceptables, alors qu'il soutient en réalité le mouvement fédéraliste. C'est ça la réalité, quoi. Bon, donc c'est un petit peu compliqué à titre de politique européenne de parler de tout ça. On va peut-être faire une petite pause pour la chronique d'Aristide Lecat. Ah mais non, j'allais oublier. Mon Dieu, la chronique de Philippe Randin, pardon, Philippe. Eh bien, moi, je vais vous parler de... C'est pour après, la chronique d'Aristide Lecat. C'est pour après, voilà, il attendra un petit peu. Quand Castaner fait du Le Pen. Étonnante déclaration du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lors de son voyage à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Elles sont habituellement tenues en notre pays par ceux qui le vouent particulièrement aux gémonies. Il n'est pas normal que la Géorgie soit le premier pays d'origine pour les demandes d'asile en France, loin devant les Syriens et les Érythréens, s'est-il exclamé. Et pour cause, à sa connaissance, comme à la nôtre, la Géorgie est un pays en paix. Et la lutte contre l'immigration irrégulière doit être une priorité, a-t-il martelé, précisant même que cette immigration prive de force vive la Géorgie. 7005 Géorgiens ont en effet déposé en 2018 une demande d'asile, soit une hausse de 256%. Les demandes enregistrées pour la même année par l'OFPRA se montent à 123 125, soit une augmentation de 22,7% seulement. Décidément très en verve et plus encore très remonté contre cette soudaine empathie des Géorgiens pour notre pays, le ministre a insisté sur la dette médicale qui augmente à cause de ceux qui viennent, je le cite, se faire soigner en France avec des coûts de plusieurs centaines de milliers d'euros pour une pathologie. Alors qu'en Géorgie, justement, rien ne justifie cette venue. Nous veillerons dorénavant à ce que cette dette soit honorée et payée par celles et ceux qui sont directement concernés.
du Le Pen père et fille dans le texte, non? Non. Non? Si. Vous en voulez encore? Soit. Castaner a également préconisé des mesures fortes pour faire comprendre à celles et ceux qui rêvent d'un asile dans notre pays qu'il est voué à l'échec et que nous procéderons de façon systématique au retour dans le pays d'origine. Ira-t-il bientôt jusqu'à informer les réfugiés syriens en France, les vrais comme les faux, que ce pays, dans son immense majorité, est désormais pacifié depuis la fin du califat de Daesh et qu'ils sont eux aussi des forces vives qui manquent à sa reconstruction? Qui sait? Je me Merci. demande si l'Espagne également ne manque pas de ses forces vives. Non, Pourquoi vous en voulez autant aux Espagnols? pas du tout, parce que Castaner n'était-il pas espagnol? Comme Non, Valls. non. Comme Valls, mais Valls, Comme c'est Valls. l'exemple, il est reparti en Bah, c'est Espagne. par contre, c'est Madame le maire de Paris qui serait. Ah oui. Mais je vous rappelle que quand même la Géorgie est la patrie du glorieux Joseph Vissarionovitch Djougachvili, Je suis connu sous le plus nom connu de... que- connu sous le Staline. nom de Staline. Et nous avons même un candidat aux élections européennes qui a eu un poste important en Géorgie, puisqu'il était même l'époux d'un ministre géorgien, en l'espèce Raphaël Glucksmann. Ah oui, c'est ça. Il était l'époux. Et, D'une ministre géorgienne. Ah d'accord. et le secrétaire perpétuel de l'Académie française est géorgienne. Ah oui, carrément. Pas d'origine Ils géorgienne. sont partout, les Géorgiens. quoi. Bon, méfions-nous des Géorgiens, alors, s'ils sont partout. Alors, vous êtes député, on l'a vu, on a parlé un petit peu de l'Europe, vous êtes aussi économiste, avant tout, Et financier. et financier. Voilà. Alors, Je pilote les investissements de l'argent public du pays. En c'est- partie. Bon, en partie. Il en reste un petit peu. C'est bien. Et vous êtes, quand on lit ce que l'on dit sur vous, vous êtes opposé à l'école de Chicago. Oui. J'ai vu ça. Oui, c'est Friedman. Non, moi, pour être clair, je suis plutôt école autrichienne, D'accord. avec des gens raisonnables qui ont participé à la gouvernance, en tout cas au pouvoir, notamment Jacques Rueff, notamment Maurice Allais, notamment Frédéric Friedrich, Ouais. et puis Hayek, voilà un certain nombre de gens, et puis d'autres, bien d'autres. Disons que je butine et j'ai fait. Vous savez, c'est au Rassemblement national, ex-Front National, en 2008, c'est nous qui avions annoncé avec mon collègue, le professeur Jean-Richard Sulzer, la crise de 2008, 3 mois avant qu'elle s'annonce et qu'elle ait lieu. Alors que la plupart des économistes de plateau de télé, les cathodiques, on va dire, préciser après que c'était pas prévisible, etc. Bon, tout ça pour vous dire qu'à partir de là, on avait tout remis à plat et nous avions inventé, je dirais, avec Jean-Richard Sulzer, professeur à Dauphine, donc le modèle de patriotisme économique et de protectionnisme intelligent. Vous voyez qu'on avait déjà 10 ans d'avance sur Trump. Bon, malheureusement, on n'a pas pu le mettre au pouvoir, hélas. Je pense que nous pourrions éviter la catastrophe qui va venir. Mais enfin, tout ça pour dire que le patriotisme économique, j'en fais justement dans le livre la définition de la doctrine, très précisément, et tout comme je fais la définition du Brexit et du Frexit, savoir en quoi correspondait, parce que tout le monde parle du Frexit, mais personne ne le définit, quoi. Donc un jour, je me suis mis à ma table, j'ai Oui, dit, mais il y a bon, aussi l'ex-PSIT, j'ai vu les Espagnols. Oui, oui, non, mais il c'est y a valable. plein de gens partout maintenant dans tous les pays. La qui sortie disent- d'un pays de l'Union européenne, c'est valable C'est, pour les l'ex-exit. 28 en fait. Moi, ce que je préconise, par contre, c'est plutôt un Brexit, c'est-à-dire sortir Bruxelles de l'Union européenne. Mais Bernard Monod, vous prévoyez une nouvelle crise économique rapidement? Ah ou pas? oui, gigantesque celle-ci. Parce qu'il y en a plein qui le... Ah ben maintenant, Marc oui. Ouais, enfin, Rosset, regarde, il a oui, mais regardez, annoncé ce soir dans ses articles. Peter Carstens aussi. En 2008, pardonnez-moi de citer d'autres sources, qui Bien étaient, sûr, bien sûr. mais nous avions dans la revue Synthèse Nationale à l'époque, quelques mois avant, déjà annoncé cette crise et qui allait éclater. Et il se trouve que quand elle allait éclater, c'est vrai que j'avais lu les articles. En tant que directeur, en tant que faire se peut, je lis quand même les articles qu'on publie. Et j'avais vu ça. Puis quand la crise éclatait, mais je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est ce qu'on a dit déjà. Enfin, il n'y a pas que nous, le Front National, tout ça, d'autres l'avaient dit. Et alors j'avais demandé à Peter Carstens, qui était l'auteur des articles, mais comment t'as fait pour prévoir tout ça? Il m'avait répondu tout simplement, oui, mais moi la différence c'est que je lis la presse anglo-saxonne. Ah oui, Et il c'est se trouve que la différence de beaucoup de gens, en France, personne ne lit la presse anglo-saxonne, et comme dans la presse française, il n'y a rien,
on ne sait rien, à part des banalités, eh bien, les gens qui lisaient la presse anglo-saxonne savaient que ça allait éclater. Mais maintenant, en ce qui me concerne, c'était. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Anticipation objective, Oui. parce que je suis un homme de marché. Voilà, c'est ça. C'était. Et puis après, vous avez l'intuition. C'est plus subjectif. Des crises économiques, il y en a toujours eu tout le long de l'histoire. Non, mais Non, mais là, des tsunamis, il n'y en a pas eu. Le crash de 28 a été ou pendant les deux grandes guerres du XXe siècle. Voilà, parce que si on résume d'un point de vue économique, les deux grandes guerres qui ont eu lieu, c'est entre les créanciers et les débiteurs. Oui. Bon, en 14-18 comme en 39-45. Donc là, on est dans un processus qui probablement va arriver assez vite. Moi, au-delà de 2021, pour moi, le système ne peut plus tenir. Quoi. Il va craquer pour quelles raisons alors ? Il va craquer pour des raisons d'excès de tout, d'ultralibéralisme, de mondialisme, d'écart de plus en plus important entre la majorité des pauvres et la classe moyenne et les super extra riches. Voilà. Un ami m'avait expliqué, un économiste m'avait expliqué que, en fait, pour lui, tous les pays du monde, Chine comprise, tous les pays du monde vivaient au-dessus de ses moyens. Oui, il y en a qui vivent au-dessus des moyens, des autres surtout. Des autres aussi, mais enfin c'est-à-dire que quel que soit le pays, personne ne vit plus avec cette gestion de bon père de famille, comme on disait dans le temps. Tout le monde, en fait, vivant au-dessus de ses moyens, ça ne peut pas durer, contrairement à... On vit que par le crédit et que par la dette. Donc, par contre, le régime capitaliste n'a jamais connu la situation dans laquelle nous nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, grosso modo, 250 trilliards de dollars de dette publique et privée dans le monde entier et 74 trilliards, donc ça fait 74 000 milliards de dollars de croissance économique réelle. Donc en fait, on a 3 fois plus d'économies financiarisées que d'économies réelles. De toute l'histoire du régime capitaliste, ça s'est jamais produit. Donc il va se passer quelque chose. Moi, je pense que le point faible, c'est le système bancaire occidental et en particulier celui de la zone euro. Moyennant quoi, je suis pas le seul à penser ça parce que tout le système depuis 2013 s'est bâti autour d'une... Vous savez, vous avez entendu parler de la directive Union bancaire qui consiste en fait à aller puiser dans le compte bancaire des clients pour enflouer le capital des banques où vous avez mis votre argent. Bon. Donc il n'y a plus les étapes, de manière idéologique, ils refusent de recourir au soutien de l'État et à la garantie financière de l'État. Et donc, comme tout doit être privatisé aujourd'hui et privé, donc ils en recourent à l'argent des Français. Et ça, c'est pour l'argent qui est dans les banques, avec le leur qui est celui du plafond des 100 000 euros, qui est un mensonge institutionnel énorme. C'est-à-dire, vous pouvez le préciser pour nous? Oui, c'est-à-dire que en fait, ce que je suis en train de dire, c'est déjà produit à Chypre en 2013, c'est-à-dire que le système bancaire était en faillite et l'État chypriote était en banqueroute. Bon, donc il n'y avait aucun moyen de... Bon, ce qui fait que les gens n'avaient plus les moyens de retirer leurs économies. Absolument, absolument. Et puis en Grèce, pareil, 2 ans après. Bon. Donc, en Islande, il n'y a pas une affaire. Ça, c'est autre chose. C'est pas pour cette raison-là. Mais donc, à Chypre, donc, la solution que l'Union européenne, enfin, ce qu'on appelle la Troïka, l'Union européenne, le FMI et la Banque centrale européenne ont trouvé, on va chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire sur les comptes des clients, aussi bien chez les particuliers que dans les entreprises, les PME, les commerçants, les artisans. Alors, à l'époque, ils avaient mis un seuil à 100 000 euros. Vous inquiétez pas, on va piocher au-delà de 100 000 euros. Mais les montants des pertes c'était suffisant pour cette époque-là. Sauf qu'aujourd'hui, si le système bancaire de la zone euro se met à imploser, car il est en insolvabilité de mon point de vue technique, eh bien, ils descendront jusqu'à 15 000, 10 000, 5 000 sur les comptes bancaires ou l'épargne des Français pour renflouer le capital. On récupère l'argent, on vous prend votre argent. Ah ben, le gouverneur de la Banque de France appuie sur le bouton, Monsieur Villeroy de Gallo. Il déclenchera avec les autorités, bien entendu, l'aval de la BCE, le renflouement de la banque Tartampion. On va être gentil, on va pas donner de nom. Et puis, même chose pour l'assurance vie. Ça veut dire que j'ai 200 000 euros sur mon compte, sur un plan d'épargne. On me dit, monsieur, il y a 100 000 qui est parti. On vous écrète 100 000, mais s'il faut descendre jusqu'à 80 000, 60 000 ou 15 000, ils le feront. Sans recours que je puisse récupérer mon argent plus tard. Ah non, vous devenez créancier de votre banque. Et même chose pour l'assurance vie, parce qu'en France, on fait toujours du zèle un petit peu plus qu'avec les directives européennes. Et donc, nous avons en plus
plus la loi Sapin 2, l'article 49. Tout ce que je dis est vérifiable, bien entendu. Et puis notamment, c'est très détaillé dans mon livre. Quoi. C'est ce qu'on appelle en anglais un buy-in, c'est-à-dire un renflouement de l'intérieur. C'est du racket. C'est du hold-up. C'est du hold-up légal avec l'autorisation des autorités françaises et européennes, juste pour terminer. Et donc, pourquoi ces 100 000 ne marchent pas, ne marcheront pas, parce que l'Allemagne n'a jamais voulu aller jusqu'à la fin du processus, qui était donc celui de l'union bancaire, c'est-à-dire d'avoir un fonds de garantie européen qui soit suffisant pour pouvoir renflouer l'éventuelle banque qui tomberait. Mais dites-vous bien que comme tout est interconnecté dans la zone euro, toutes les banques sont interconnectées, si une banque tombe, ce sera l'effet domino, elles tomberont toutes. Voilà. Et là, justement, j'ai vu passer cette information, j'avoue être un peu béotien sur ces questions, Bernard Monod, mais j'ai vu qu'effectivement, parmi les banques qui sont les plus à risque de la zone euro, par rapport à ce que vous venez de dire sur l'Allemagne, qui refuse en fait un fonds de garantie, c'est qu'effectivement, ce sont les banques allemandes qui sont les plus fragiles. Les plus fragiles, je crois. Les plus grosses. Je crois la Commerzbank et la Deutsche Bank et Commerzbank, oui. qui du coup, se sentant faiblir, ont cherché à se fusionner, mais pour des raisons internes ou de personnalité, ça ne s'est pas fait. J'en parle également dans l'Eurovision pour les peuples. C'est un volet très important, car c'est un effet, je dirais, de proche en proche, c'est-à-dire que s'il y a un tsunami financier, le système bancaire tombera. Si le système bancaire tombe, l'Union européenne ne pourra pas survivre. Donc vous voyez, c'est un effet domino très important. Parce que si le système bancaire tombe, on pose l'hypothèse. Donc on sait que maintenant que tout le monde vit à crédit, et notamment les entreprises, puisque plus personne n'a de fonds propres, on n'a plus de trésorerie propre, c'est-à-dire qu'il y a ce ne sont pas des milliers, mais c'est des millions de gens qui vont se retrouver du jour au lendemain au chômage parce que leur entreprise va disparaître, alors que on peut dire qu'économiquement, leur situation est plus ou moins saine. C'est un Pearl Harbor économique et financier qui va frapper tout l'Occident. Il n'y a pas que la France, qui va frapper tout l'Occident, mais en particulier la zone euro qui est extrêmement faible. Alors tout va aller de plus en plus mal, en fait. Eh oui, tant qu'on est dans ce modèle économique, il en peut-être quelque chose. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est que je propose des solutions, moi. On va passer aux solutions. Avant de passer aux solutions, on va laisser nos auditeurs changer un petit peu de sujet, puisqu'on va passer la parole maintenant à Aristide Lecat pour sa tribune, sa chronique pertinente, plus exactement. Et indispensable. Et nous reviendrons sur les solutions aussitôt après. Alors, rafraîchissez-vous un petit peu l'esprit et on revient aux choses plus heureuses maintenant. Amis auditeurs de Radio Liberté, bonjour. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le dernier numéro de la revue Éléments, le numéro 178, qui traite d'un certain nombre de sujets, comme à son habitude, et qui commence, là encore comme à son habitude, par un éditorial, on peut dire coup de poing, d'Alain Benoît. Alain Benoît qui, depuis quelques numéros, nous gratifie de textes, je dirais, assez énergiques. Celui de ce numéro est consacré à l'immigration, problème politique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le philosophe assène un certain nombre de vérités qui devraient aujourd'hui plutôt faire réfléchir sur cette question de l'immigration, plutôt que d'attirer sur ceux qui en soulèveraient les problèmes, les anathèmes et autres injures. De Benoît commence par rappeler qu'en France, sur 69 millions d'habitants, la part de la population d'origine extra-européenne est aujourd'hui supérieure à 20%, soit environ 14 ou 15 millions de personnes. Précisant que ce nombre est appelé à augmenter en raison des flux à venir, du départ des natifs et du différentiel de croissance démographique. En Île-de-France, précise-t-il, 7 nouveau-nés sur 10 ne sont pas d'origine européenne et 18,5% des bébés qui naissent aujourd'hui, l'équivalent d'une ville comme Nîmes ou Angers, reçoivent un prénom arabo-musulman. Il ne s'agit que de faits, finalement, vérifiables à peu près partout. Il rappelle que du côté des populations d'accueil, l'immigration est vécue comme un calvaire et que le migrant est devenu cette nouvelle catégorie magico-ontologique qui redéfinit certains hommes comme des êtres de circulation permanente
Et parler des migrants, aujourd'hui, revient à tenir un discours à connotation lacrymale, nous dit l'auteur, qui repose sur un chantage émotionnel incapacitant. Alors, il faut donc le dire nettement et calmement, nous dit de Benoît, la vocation du tiers-monde n'est pas de venir se déverser en Europe, la vocation des peuples d'accueil n'est pas de s'adapter aux nouveaux venus, la vocation des pays européens n'est pas de devenir musulmans. Je vous invite à lire attentivement cet éditorial qui a le mérite évidemment de poser le problème en termes certes peu politiquement corrects eu égard à la chape de plomb existant sur cette thématique aujourd'hui en France et même en Europe, mais un éditorial qui n'est pas polémique pour autant. Et qui se contente calmement, comme le dit de Benoît, eh bien, de poser un certain nombre de jalons pour la réflexion. Alors évidemment, vous l'aurez compris, il s'agit d'un éditorial, mais c'est le premier texte auquel chaque lecteur est confronté lorsqu'il ouvre la revue. Mais la revue n'est pas consacrée à ce thème de l'immigration, puisqu'on y trouve un certain nombre de sujets traités. Alors le dossier principal, les juges contre la démocratie, avec quelques entretiens intéressants, notamment un face-à-face des avocats Éric Delcroix et Nicolas Gardère. Nicolas Gardère, bien connu des téléspectateurs de TV Liberté, puisqu'il a été pendant quelques années un des principaux sociétaires de la fameuse émission Bistro Liberté. Alors, vous trouverez aussi dans ce dossier un article de votre serviteur sur le pouvoir des juges entre immunité et impunité, et ainsi qu'un article sur la juridictature, la tyrannie des juges, donc par Alain de Benoît. À souligner également quelques papiers intéressants, notamment sur la fin du populisme de gauche, supervisé par François Bousquet, donc, qui est le rédacteur en chef de la revue Éléments, et Pascal Esseric, qui est le directeur de la rédaction. On trouvera aussi un entretien fort passionnant d'Andrea Cotarac, transfuge de la France Insoumise, qui a déclaré récemment qu'il voterait pour Marine Le Pen. Alors c'est à souligner, et je vous invite évidemment à lire ce passionnant entretien. À souligner également un entretien avec Alain de Benoît de Renaud Bochart sur Christopher Lasch. Renaud Bochart qui vient de consacrer un livre sur Christopher Lasch et sur une introduction à la pensée de Christopher Lasch. Christopher Lasch qui est un sociologue et philosophe politologue américain qui a été popularisé notamment par Jean-Claude Michéa, mais qui demeure malgré tout assez mal connu en France. On peut dire que Christopher Lasch est le Jean-Claude Michéa américain, ou a été le Jean-Claude Michéa américain. Voilà, chers amis. Ah oui, il y a aussi à signaler un entretien qui vaut le détour à propos de la parution du dernier numéro de l'excellente revue Nouvelle École consacrée aux Indo-Européens. Chers amis, je vous invite donc à feuilleter et à vous plonger passionnément dans ce numéro d'Éléments. Et en attendant, je vous souhaite le bonjour. Merci, cher Aristide. Alors, donc, nous nous retrouvons donc pour cette émission Synthèse sur Radio Liberté avec Bernard Monod. Bernard Monod, auteur du livre L'Eurovision pour les peuples, de l'Europe fédérale à l'Europe des patries aux éditions Muller, et qui vient de nous annoncer une grande crise imminente, mais qui nous promet des solutions. Et qui nous promet des solutions. Alors c'est vrai que
plusieurs économistes, enfin, les économistes vont dans ce sens-là, effectivement. De plus en plus. On le voit un peu partout. On peut suivre, entre autres, les articles. Monsieur François Langlais, par exemple, François Langlais, qui a sorti également un livre pour anticiper, tout en ayant défendu le système depuis très longtemps. Pierre Rousset aussi. Ou Monsieur Attali, qui même Attali. Dites-moi, vous parliez de cette dette phénoménale des pays du monde entier, mais il n'y a pas une solution toute simple, puisque c'est une dette virtuelle tout de même. On ne pourrait pas l'effacer complètement, puisque tous les pays sont endettés. Ça ferait pleurer trois financiers dans le monde. Ça ferait pleurer beaucoup de Français qui ont mis leur épargne dans l'assurance vie, notamment. Vous savez que les Français ont des obligations d'État. Absolument, ont acheté la dette de la France, mais aussi de l'Italie, de l'Allemagne, etc. Donc, si vous voulez, comme je vous disais, là, en économie de la zone euro aujourd'hui, tout est imbriqué. Le système financier, le système économique et donc, bien entendu, le système bancaire. Entre parenthèses, dernière souveraineté que nous ayons perdue en France en novembre 2014, c'est la souveraineté bancaire. C'est-à-dire que demain, une grande banque française fait faillite. C'est pas des politiques, soit à l'Élysée, soit au gouvernement ou encore dans les ministères qui vont mettre en place un processus de renflouement. Ce sera des technocrates de la Banque centrale européenne à Francfort, en Allemagne, qui auront strictement rien à faire du petit épargnant d'Auvergne ou breton ou corse, oui. Donc il y a un vrai sujet politique là. On n'est même plus dans la question économique et financière, c'est un sujet politique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on rapatrie le pouvoir de contrôle de notre système bancaire national en France et à Paris. Voilà. Alors, Arnaud, j'ai une question parce que effectivement c'est souvent des questions politiques et je me rappelle que plus ou moins que le moment à partir duquel Viktor Orban, donc le Premier ministre hongrois, a été attaqué, notamment par les gens qui sont proches de George Soros, mais aussi notamment l'Union européenne, c'est quand il a considéré que c'était plus en fait les Hongrois ne devaient plus payer en fait pour les turpitudes du système bancaire, je crois bruxellois. C'est-à-dire que quand il y a une décision politique de s'opposer justement à ces technocrates, et là on a vu une espèce de feu roulant, de tir de batterie. C'est ça. C'est touche pas au Grisby. Et alors j'ai vu qu'il y avait un autre pays où on parle très peu, à part Pierre Jovanovic qui en parle et d'autres économistes, en tout cas d'autres personnes qui s'intéressent à la question de l'économie, la question des finances, qu'un pays qui est où les banques sont, système bancaire est à risque, c'est je crois le système bancaire italien. Oui, mais quand on parle d'un pays dans la zone euro, on parle de la zone euro. Quand on dit c'est le problème de l'Italie qui va mal, non, c'est toute la zone euro qui est malade. Parce qu'on a aussi laissé faire le système. Mais bien sûr, mais plus que laisser faire. Quand vous voyez, vous savez, moi je le dis techniquement, l'euro est mort techniquement le 9 mars 2015 pour moi. Parce qu'ils ont brisé les critères qu'ils avaient eux-mêmes bâtis en 92 avec le traité de Maastricht, avec la convergence, etc. Et deuxièmement, ils ont lancé, vous avez entendu parler, le plan de création monétaire qu'on appelle en anglais le quantitative easing ou QE. En fait, Monsieur Draghi a créé depuis 3 ans maintenant, non 4 ans, a créé 2600 milliards d'euros de dette. C'est-à-dire le montant de la dette française qu'on a constituée depuis 45 ans. C'est de la fausse monnaie en plus. C'est de la monnaie créée par la Banque centrale européenne, qui a cours légal. C'est pas de la fausse monnaie, mais c'est ex nihilo, c'est-à-dire que ça vient de nulle part. Ce qui fait que ce que ne comprennent pas les gens, c'est que la valeur intrinsèque de leur euro est en train de fondre comme neige au soleil. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi le mouvement des Gilets jaunes, qui est un premier symptôme, je dirais, de ce pré-crack, ce pré-mouvement de déclin, parce que la monnaie peut acheter de moins en moins de pouvoir d'achat et de biens. Voilà. Est-ce que... Je voudrais faire une comparaison, parce que souvent ces questions monétaires, moi je suis professeur dans un collège et j'essaie toujours d'expliquer ça aux enfants qui disent pourquoi on ne fabrique pas de l'argent quand on en manque. Bon, en fait c'est ce qu'on fait d'ailleurs, hélas. Mais la comparaison que je prendrais, c'est il y a eu un rapport, je crois, de l'OCDE qui me paraît plein de bon sens, mais qui est en même temps scandaleux dans ce qu'il dit, qui parle des diplômes. Il dit on a promis aux gens que tout le monde ferait des études supérieures. Il n'y a bien sûr pas d'emploi correspondant à des études supérieures véritables. Donc, il dit la seule solution, c'est de continuer à faire bac plus 5, 6 ou 7, mais de vider de leur contenu les diplômes. C'est-à-dire que tout le monde pourra les avoir. Parce que depuis qu'on a fait le collège unique, on ne peut pas vendre aux gens, maintenant, vos enfants, à certains, 30%, 40%, n'iront plus en 6e, ils iront ailleurs. Donc on vit, et je pense que les États, ils ont promis qu'il y aurait des piscines municipales et des routes bien entretenues et des tas de choses gratuites partout, des transports gratuits, etc. On ne peut pas payer. Et donc, finalement, on crée de l'argent qui se vide de sa valeur. C'est ça.
Parce que s'il y a trop de choses à acheter par rapport à... Un millionnaire en 1910 américain, c'est l'équivalent d'un milliardaire aujourd'hui. C'est-à-dire que la valeur du dollar en un siècle a fondu de 97 ou 18%. Donc, si vous voulez, il y a quand même un vrai problème de fond. Et c'est vrai que le problème de la monnaie est, quand on l'a compris, est très simple, mais pour les gens qui n'ont pas réfléchi à ce concept-là, c'est très compliqué. Mais voilà, la monnaie est un moyen simplement de payer des transactions et d'acheter des biens qui ont une valeur. Mais si cet argent perd de cette valeur-là, le bien, lui, n'en perd pas, mais il va falloir d'autant plus d'argent pour l'avoir. C'est ce que ne comprennent pas les gens. Et donc, juste pour en terminer, parce que c'est quand même très important, je pense que la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, est en quelque sorte un pyromane pompier. C'est-à-dire qu'elle a allumé l'incendie, elle vient l'éteindre avec la création monétaire, ce qui est plutôt bon signe, parce que ça évite effectivement au moins actuellement l'effondrement du système bancaire et financier européen. Mais ils ont acheté du temps. Le problème, c'est que c'est inéluctable. Ça va arriver tôt ou tard. Où est-ce que ça va craquer? Personne ne sait. Ceux qui le savent, enfin ceux qui le prétendent, pour moi, mentent. Mais enfin, tout ça pour dire qu'il va se passer quelque chose, à mon avis, entre maintenant et 2021. Je pense que le système ne peut pas perdurer au-delà de 2021. Mais ces gens n'ont pas trouvé eux-mêmes, n'ont pas des solutions. Alors bonnes ou mauvaises, mais ils doivent quand même y réfléchir. Mais la solution, c'est tout ce que nous vivons. C'est-à-dire, ils ont bâti l'union bancaire pour aller spolier l'argent des Français, enfin de tous les Européens, entre parenthèses. Oui. Ce qui nous intéresse, c'est quand même les Français d'abord. Et puis ensuite, et puis les impôts, les charges, enfin tout ce que vivent les Français aujourd'hui depuis 15 ans, depuis l'instauration de l'euro, de l'Union européenne, etc. Ils vivent sur la bête, quoi, pour l'instant. C'est la faire perdurer. C'est la dette. Puisqu'il nous reste que quelques minutes, Bernard Monod, vous nous avez tout à l'heure dit, on vient d'aborder, mais qu'il y avait des solutions. Alors, oui. Alors parlez-nous un peu de ces solutions. Alors vous pouvez redonner un peu l'espoir. Oui, bien sûr. Mais l'espoir, justement, mon livre est un livre d'espoir. Voilà. C'est-à-dire que la dernière partie, c'est tout ce qu'il faudrait faire pour éviter ça, mettre la France à l'abri avec un espèce de bouclier. C'est pour ça que je suis un patriote. Réformer d'abord l'Union européenne pour l'adapter, donc la transformer en un schéma institutionnel que moi j'ai baptisé l'Alliance européenne des nations, pour que l'ensemble des patries du continent européen, mais aussi du Royaume-Uni, parce que je suis certain que Nigel Farage, sur mon modèle, adhérerait complètement. Simplement, il faut récupérer l'indépendance de chacune de nos nations. D'un point de vue technique, ensuite, il faut que la Banque centrale se transforme, et puis que nous rapatrions le pouvoir de contrôle de notre système bancaire en France, et qu'à partir de là, nous puissions tout doucement racheter la dette en douceur, grâce à la Banque de France. Faire ce que fait en fait le président Mario Draghi, Super Mario, moi je l'ai baptisé, pour en fait non pas soutenir exclusivement les banques et exclusivement les marchés financiers, mais soutenir l'économie réelle avec le paiement des infrastructures. Mais tout en restant dans la zone euro quand même. Tout en restant dans la zone euro et en transformant l'euro-monnaie unique, qui, je vous l'ai dit, depuis 4 ans, pour moi, techniquement, n'existe plus, et la transformer en une euro-monnaie commune, en douceur, avec la renégociation avec nos partenaires, les institutions, et également les autres pays membres, dont l'Allemagne en particulier, pour sortir de ce piège. Car aujourd'hui, c'est les peuples qui vont être broyés. Hein. C'est ça qu'il faut. Le processus a déjà commencé. Les Gilets jaunes, le premier symptôme d'un déclin à la vitesse grand V. Hein. La monnaie commune était d'ailleurs le projet initial. Absolument. On a vendu aux gens, aux Français, l'euro comme une monnaie commune, et en tout cas pas unique. Et ça a été tout de suite unique. Ce sont les institutions politiques, avec la trahison, que moi j'estime une trahison de François Mitterrand, qui a cédé à l'époque à l'Allemagne, pour accepter une monnaie unique, qui bien entendu était arrimée sur le Deutsche Mark, et qui fait que immédiatement on a perdu la compétitivité prix entre la France et l'Allemagne, qui n'a cessé de s'écarter. Eh bien, Bernard Monod, merci pour tous ces éclairages sur ce qui va se passer. C'est un livre d'espoir pour que la France reste éternelle. Voilà. Alors rappelons le livre L'Eurovision pour les peuples, de l'Europe fédérale à l'Europe des patries, de Bernard Monod,
aux éditions Muller. Pour 24 €, 460 pages, 466 pages, 466 pages. J'ai cru que c'était le prix. Non, le prix c'est 24 pages. 24 €. Vous pouvez le retrouver 24 sur pages, les 346 bons €. sites et sur les différents moyens, donc dans les bonnes librairies parisiennes, j'imagine, et aussi Et sur Amazon, puisqu'on est dans l'ère du numérique aussi. Donc, sur Amazon, il faut s'y plier vous aussi. allez trouver sur pas mal de sites, j'imagine, Voilà. qui vont le vendre. Ça va être très prochainement un livre que vous devez tous lire. Voilà, merci Bernard Monod pour toutes ces Également, indications. c'est moi. Alors maintenant, l'émission n'est pas tout à fait terminée. On va passer la parole au professeur. Voilà, Au qui professeur, va il y a vous le raconter professeur. l'abominable Pierre histoire de Leroux. France, mais je me demande si on l'a pas commencé à la raconter déjà. En tout cas, j'invite très fermement les auditeurs à lire ce livre avant la semaine prochaine, car la semaine prochaine, je vous raconterai l'époque où la situation de la France en 1776 est une situation d'endettement considérable, galopant, et qui est au pouvoir? Un banquier. Absolument. Un banquier. Absolument. Et Ça peu de tombe temps avec- après, il y a eu les assignats Et entre qui est- 1793 et voilà. 1795, Et- qui correspond au plan de Draghi dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce banquier est probablement celui par qui la révolution arrive. Mais elle arrive bien avant, car avant d'arriver à Necken, on va parler de Turgot, je voudrais revenir un petit peu en arrière et rappeler que ce que les rois et les gouvernements en général font de mieux, c'est la guerre. Hein. D'ailleurs, ils ont été inventés pour ça. Capet, on l'a élu parce que son grand-père faisait bien la guerre. Et ça ne veut pas dire qu'il la fasse bien à chaque fois. Hein. D'accord. Mais c'est pour la faire qu'ils l'ont. Et Louis XIV en a été servi car il était en guerre incessante à l'étranger, tout le monde le sait, mais aussi, on le dit moins, contre son propre peuple. Le Boulonnais s'était révolté en 1662. La Gascogne, c'est la révolte des Odiros en 1663 jusqu'en 1665, le Berry en 1664, le Roussillon en 1666-70, c'est la révolte des Angelais contre l'annexion de la province. Tout le monde n'est pas content de devenir européen, tout le monde n'est pas toujours content de devenir français non plus. Vous avez la région de Montpellier, c'est la révolte du Rour en 1670, la Guyenne et tout l'Ouest en 1674, la célèbre révolte des Bonnets Rouges en Bretagne 1675, Quercy et Périgord de 1707 à 1709, la Normandie, le Midi en 1713 jusqu'en 1715 et Lyon en 1714. Hein. Tout au long du XVIIe siècle, le pays a donc été en état d'insurrection. Et toutes ces révoltes, sans parler de la guerre des Camisards, qui a duré 10 ans, ni de la résistance des Loups des Bois en Franche-Comté contre l'annexion française, avaient eu pour cause des hausses d'impôts, conséquence des dépenses de la guerre et de la cour. La répression permit de garder les bords des galères, car Colbert recommandait cette peine au détriment de la pendaison, qui est tant plus amusante pour les gens du voisinage, afin de garnir les bancs de la magnifique marine qu'il avait organisée. Mais les exploits des troupes malheureusement envoyées pour mater ces révoltes n'ont pas été immortalisés par les grandes scènes de bataille qui ornent les murs du palais de Versailles. C'est dommage, car on sait par les lettres de la marquise de Sévigné que contre les bonnets rouges, les soldats en profitaient pour mettre les enfants à la broche, qui est un remède à la famine. Recommandé par ailleurs par Swift d'ailleurs, concernant l'Irlande. Donc l'extension continue pour un royal ne s'est donc pas faite dans la joie ni la bonne humeur, mais toujours par la force et en dépit d'oppositions qui ne se sont jamais éteintes. Au XVIIIe siècle, les révoltes étaient devenues rares, une seule notable en 1749, sous Louis XV. Il est vrai que le pays s'était enrichi prodigieusement. Mais le pouvoir royal, au lieu de profiter de cet enrichissement pour rééquilibrer ses comptes, n'avait pas réussi à freiner les dépenses. Il n'y a pas eu beaucoup de guerres, mais Choiseul avait remonté une armée magnifique pour prendre la revanche sur l'Angleterre. Ce sera la guerre d'Amérique. Et je ne parle même pas de la cour. Alors pour vous donner une petite idée, Henri IV, il avait un seul attelage. Quand sa femme était partie faire ses courses à la supérette la plus proche, il était obligé d'emprunter celui de Sully. Louis XIII, il avait 4 attelages. Quand même. Louis XIV, il avait 600 chevaux sous le capot. Et Louis XV, 2300, avec les palefreniers, la paille et tout ça. Faut les nourrir, les faire boire et tout ça. Et la garde du roi comptait 9000 hommes. Et en 1701, l'armée anglaise tout entière, c'était 18 000 hommes. Donc c'était absolument devenu colossal, encore plus colossal, bien sûr, que sous Louis XIV. Et en somme, la monarchie s'était comportée comme si elle devait rester toujours absolue. Mais l'enrichissement du pays et les idées nouvelles ne l'entendaient pas ainsi. Or, il n'existait aucune assemblée délibérative. Et quand il n'y a pas de lieu où délibérer des choses sérieuses, on parle quand même. Mais où ? Dans les salons. Où l'on raconte n'importe quoi. Et où l'on prend les élucubrations littéraires de Voltaire et Rousseau pour des idées politiques. On préfère une république chimérique aux institutions réelles et réformables.
Alors Louis XVI, lui aussi, croit en son pouvoir absolu, mais il travaille au contraire de son grand-père. Et en général, il travaille plutôt en tête-à-tête avec ses ministres. Et il a la conscience qu'il faut créer des institutions réelles, comme on l'a vu avec Turgot. Et il s'y emploiera jusqu'au bout, puisque ça continuera jusqu'en 1787 et même 88 avec l'Assemblée des notables. Mais n'est-il pas déjà trop tard ? C'est ce que je vous expliquerai plus tard, mais je vais vous donner d'abord l'avis de l'abbé de Véry qui écrit pas très tôt, il écrit en 1775. Ce règne, écrit-il, sera agité par les intrigues de cour et plus encore par les chaleurs populaires dont je vois les germes se fortifier chaque jour. Alors il explique que les magistrats, les militaires n'obéissent plus, etc., ce qui est parfaitement exact, on le verra au moment de la guerre d'Amérique. Et il dit « Le peuple ne remonte pas à la cause réelle de tous ces troubles, savoir le faste politique, guerrier et domestique de Louis XIV, les guerres et les négociations humiliantes de Louis XV, lesquels excès ont formé la masse énorme de la dette nationale. » Il parle avant la guerre d'Amérique qui va faire 1,5 milliard de dettes, beaucoup plus que ce qu'il y avait déjà au moment où il écrit. Et conclut l'abbé de Véry, le peuple ne voit que le souverain actuel auquel il rapporte toutes ses plaintes. Par conséquent, je dis que la révolution n'a pas eu lieu sous Louis XVI, elle a eu lieu sous Louis XIV et Louis XV. Et celui qui a le mieux empêché cette révolution, c'est en fait Louis XVI. Oui, il a payé cher quand même. Il l'a payé cher, mais il a résisté longtemps. Citez-moi un roi qui reste 5 ans sur le trône après une révolution. Il n'y en a pas. Le Charles X est resté 24 heures, Louis-Philippe 24 heures, Napoléon 30 minutes. C'est vrai. Merci, cher professeur, merci pour cette nouvelle chronique. Eh bien, des informations peut-être Eh bien, chers amis auditeurs, merci Bernard Bonneau d'être venu nous éclairer sur, moi qui sur vous tout remercie. Ça. Dimanche prochain, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il y a les élections. Faites comme vous l'entendez, faites pour le mieux. Enfin, selon votre cœur. Selon votre cœur. En tout cas, au moins, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. C'est déjà une chose. Voilà. En tout cas, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.